Nous accueillons également donc Dominique. Votre prénom c'est comment? Bernard. Bernard Frémont. Ils s'appellent quand même pas tous Dominique. Les gens qui vont parler aujourd'hui. Bernard Frémont. Vous aimeriez sans doute intervenir, poser des questions. La proposition, c'est que pour le moment, les paroles vont se suivre de ce côté-là du pupitre. Et puis, je propose que vous puissiez réagir après la conférence d'Agustín Casalia, un petit moment, et puis en fin de matinée, dans le temps de discussion qui sera donc plus large. On va profiter pour dire justement deux mots. Monsieur Frémont appartient à la toute première volette de la nouvelle formation de praticiens en santé mentale, qui est un changement, je pense, autant révolutionnaire pour la psychiatrie que l'avènement du mouvement des usagers en général. La formation qui est organisée par Fomentes Sana en collaboration avec la Haute École de Travail Social à Genève, qui réalise ou assume les conséquences de l'importance qu'on a heureusement su accorder en psychiatrie à la parole à la première personne. Donc il s'agit d'une toute nouvelle étape, quelque part, dans la pensée du soin contemporaine, où la personne qui est concernée à titre individuel développe une connaissance qu'on met à disposition des autres dans le processus thérapeutique, où l'équipe psychiatrique s'agrandit effectivement avec ce nouvel acteur de santé mentale que sont les praticiens en santé mentale. Voilà, je laisse la parole à M. Frémont, puis je reste à votre disposition. Merci. Alors, bonjour tout le monde. On m'entend là, c'est ça? Voilà, donc déjà une première chose par rapport au nom, c'est père praticien en santé mentale. Vous avez vu dans le dépliant que c'est père aidant, je crois. Hein. Alors, c'est la même chose. Considérons que c'est la même chose. Ce terme de père praticien en santé mentale a été choisi pour donner une connotation plus professionnelle. Donc, c'est cette raison-là qui fait que c'est pas père aidant, mais père praticien. Voilà, donc une histoire de maladie et de guérison, pas simple cette histoire. Alors, je vais aussi vous parler de mon expérience de la maladie, qui est l'expérience de la dépression. Je me présente d'abord. Donc, on est en formation, hein, c'est la première formation, comme disait monsieur tout à l'heure, c'est la première formation qui est mise sur pied. Ça va se terminer en octobre. J'en parlerai un peu plus précisément en fin d'intervention. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une présentation en 3 parties. Témoignage d'un parcours de vie marqué par la dépression, donc c'est les difficultés que j'ai rencontrées, que je rencontre toujours un peu aujourd'hui. Parler de la guérison et rétablissement, qui est le sujet de notre journée. Et puis, aujourd'hui et ensuite, donc je vous donnerai quelques indications sur comment je suis aujourd'hui, quelles pourraient être les perspectives. Voilà. Alors, témoignage d'un parcours de vie marqué par la dépression. D'abord, c'est de vous dire quelques mots sur le contexte familial. Donc, j'ai des parents qui sont décédés maintenant, dont le père était fonctionnaire au départ, ensuite il a ouvert un restaurant. Ma mère était à la maison, s'occupait de ses enfants, donc mon frère aîné, qui a 1 année et demie de plus que moi le deuxième, et puis ensuite est née une petite fille qui est, elle, décédée à l'âge de 2 ans, et ensuite est venu un 3e garçon qui a 9 ans de moins que moi. Vous dire que ce contexte familial était finalement apparemment assez sain comme ça, mais la chose qui a été le plus marquante, pour moi, c'est d'avoir eu une mère très 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 dépressive. Donc j'avais un rapport particulier avec ma mère, j'étais très proche d'elle.
Donc, je pense que ça a eu un effet assez efficace sur mon parcours ensuite dans ma vie. Donc, c'est une maman qu'on a toujours connue dépressive finalement. Enfant, je me souviens, on a eu peut-être 6 ou 7 fois l'ambulance qui arrivait chez nous parce que notre mère avait pris des médicaments. Une fois même, j'étais intervenu parce que j'ai surpris ma mère avec des médicaments. J'étais jeune, hein, je pense que je pouvais avoir 7-8 ans comme ça, qui avait des médicaments dans la main. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Donc, pour vous dire que c'était une réalité, j'allais dire au quotidien. Hein. Et c'est aussi important de préciser que moi-même, j'avais cette relation à cette maman, relation qui n'était pas la même pour mon frère aîné, qui lui, apparemment, a assez rapidement pris de la distance avec ça. Alors, j'imagine, pas forcément très consciemment. Mais il n'empêche que mon frère aîné, lui, il ne sait pas ce que c'est la dépression. Il n'y a pas très longtemps en arrière, il me disait, il était un peu embêté, il me disait « Ouais, toi, tu as des soucis, mais je suis désolé, mais moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein » Donc, il y a cette réalité pour lui qui fait qu'il vit sa vie de la manière dont il a souhaité la vivre, sans être arrêté par ses problèmes de dépression. Alors, on parlait du désir des parents. Hein. Ma mère voulait aussi que je sois médecin. Mon père, il voulait que je sois footballeur. Alors, j'ai pas fait médecin finalement, mais j'ai fait un peu footballeur. Et puis voilà, donc ça c'est aussi pour moi un signe que j'avais tellement besoin que mes parents soient contents de moi. Donc j'étais un bon élève. Et d'ailleurs, j'étais aussi très bon élève à l'école. Bref, arrive mes 14 ans, où là, j'étais tellement brillant à l'école et je m'étais tellement mis la barre haute que j'ai eu une mauvaise note. Et puis, cette mauvaise note, pour moi, c'était la raison qui avait donné le premier mouvement de la dépression. Donc, je ne voulais plus aller à l'école. Je me souviens que mes parents, ils ne savaient pas ce qui se passait. Tu as tellement des conditions idéales. Pourquoi tu es triste? C'est pas possible. Et moi, j'avais vraiment tous ces symptômes de la dépression dont je parlais un petit peu tout à l'heure. Et alors, ils m'ont hospitalisé à l'hôpital des enfants à Genève. Et j'en suis sorti 3 semaines après, avec un bilan de QI supérieur à la moyenne. Alors, tout le monde était content, donc je pouvais sortir. Alors, pour vous dire que c'était un peu le regard qu'on pouvait porter à ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait pas cette avancée qu'on peut connaître aujourd'hui dans ce qui se passe dans ces maladies psychiques. Et puis voilà, après, alors, je suis sorti. À l'hôpital, j'étais finalement assez bien. Je crois que j'étais très protégé. Donc ça me convenait bien, j'arrivais de nouveau à avoir un peu le sourire. Et puis à la fin des 3 semaines, rebalote à la maison, je ne voulais plus aller à l'école. Donc je ne suis pas retourné, et finalement c'est mon père qui était très très absent, et il avait ses combines, ses copains, et donc ses enfants, de temps en temps il s'en occupait, mais pas tellement. Bien lui, je n'ai jamais compris ça, mais finalement il a eu une attitude très juste. Il m'a dit un jour, Bernard, on va aller manger au restaurant à midi, et cet après-midi, je t'accompagne à l'école. Et c'est quelque chose qui m'a scotché d'abord, parce que je n'aurais pas pu jamais imaginer qu'il puisse avoir une position aussi stricte. Et bien, il a tenu le cap, et ensuite, ça a redémarré. Alors là, à partir de là, j'ai un peu lâché ces performances scolaires. Donc, j'ai très vite eu des mauvaises notes un peu partout. Donc, comme mon père il voulait que je fasse du foot, puis j'aimais trop ça, alors je me suis dit, bon, moi j'arrête le foot, mais tu dois faire un apprentissage. Alors, j'ai fait un apprentissage de commerce. Et comme ça, j'ai continué le foot, j'ai joué quelques années en première division.
Et puis, voilà. Donc, un peu une période après ces 14 ans, cette dépression des 14 ans, qui a été un peu plus calme, je dirais. Mais à partir de l'âge de 21 ans, j'ai connu ma future femme à ce moment-là. Tout à coup, je ne sais pas, je pense qu'il y a une histoire de responsabilité tout à coup énorme qui faisait que j'allais me marier, qu'on prévoyait des enfants, tout ça. Et tout à coup, j'ai commencé à chuter et j'ai eu les premières dépressions récurrentes que j'ai toujours eues depuis cet âge-là jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans en arrière, dernière crise importante. Voilà, je me rends compte que ça prend un petit peu de temps, là, mes explications. J'ai l'œil de monsieur là qui... Alors, je vais peut-être un peu passer sur les symptômes de la dépression. J'imagine que vous en connaissiez suffisamment. Prise en charge de la maladie. Prise en charge de la maladie du point de vue psychothérapeutique et médicamenteux. Dire qu'au début, c'était une prise en charge avec un psychiatre en duel, j'allais dire classique, avec beaucoup de médicaments. J'ai fait une seule hospitalisation à Malévo, je crois, la toute première fois vers 21-22 ans, comme ça. J'avais été très impressionné d'ailleurs par cette hospitalisation, puisque bon, j'étais sous perfusion et j'étais vraiment naze, quoi. Je ne savais plus comment je m'appelais là. Donc, ça m'a peut-être aussi motivé par la suite à essayer de m'en sortir sans être hospitalisé. Mon rapport aux médicaments, difficile, extrêmement difficile. Je trouve que j'en ai toujours pris, à chaque crise j'en ai repris. Et il y a des effets secondaires pour moi qui sont vraiment pénibles. Les rechutes, la fuite, vouloir s'en sortir, c'est... Je lisais une statistique qui est connue, je pense, depuis pas mal de temps, mais je suis tombé dessus il n'y a pas très très longtemps finalement. C'est celle qui parle des dépressions récurrentes et qui dit que quand on a eu une dépression, là, 50% de malchance, de retomber dans une dépression. Ensuite, ça monte, la deuxième, ça monte à 70, et puis ensuite, la troisième, c'est 90 déjà. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai pas osé calculer, mais je dois en avoir eu une vingtaine. Donc, je me suis dit à ce moment-là, mais j'ai aucune chance. C'est bon, je suis comme ça toute ma vie. Alors, bon, c'est quand même un peu plus heureux que ça, hein, la suite. Je vais vous en parler tout à l'heure. La fuite, vouloir s'en sortir, c'est vrai qu'on est tellement mal dans ces moments-là qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de guérir. Hein, on veut guérir. Et il y a un tel, comment dire, un tel espace entre l'état dans lequel on se trouve et ce terme guérir qui finalement voudrait dire il n'y a plus de symptômes, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et je trouve que c'est très piégeant. Et c'est pour ça que la suite, je mets guérir un piège, parce que le piège, c'est justement de dire, mais moi je veux guérir, je veux plus entendre parler de ça. Et finalement, je me souviens que j'en voulais à tout le monde, donc aux thérapeutes aussi. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites rien, je ne suis jamais guéri. Et j'ai presque l'impression qu'on est dans une situation, patient et thérapeute, qui est parfois difficile à cause de ça, parce qu'il y a des attentes, et puis ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça que je parle de la guérison en termes de piège. Alors pour moi, c'est quelque chose entre la maladie et la guérison. Et le chemin du rétablissement, moi, c'est un terme que je préfère, puisque il y a quelque chose pour moi d'actif, comme ça, on est dans l'action toujours, on se rétablit. Être avec un équilibre fragile, je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit, Madame Cartier, hier, sur guérir, c'est rétablir le sens... Non, guérir, c'est dans le sens d'un équilibre
Ah oui. Je suis désolé. Hein. Je reprends. Madame Cartier a dit « La guérison est un équilibre dynamique, instable. » Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment important ce concept d'équilibre instable, hein, et d'être dans cette recherche d'équilibre constamment, finalement. Et peut-être qu'on le fait tous, à tout moment, là en ce moment. Il y a l'intérieur qui essaie de se rééquilibrer par rapport à des pensées qui arrivent, par rapport à je ne sais quoi. Donc je trouve, vraiment, ça me convient bien, cette histoire de rétablir l'équilibre. Là, je suis un peu inquiet. Je m'installe juste. Mais vous avez pris plus de minutes tout à l'heure, non? Oui, mais je me suis confessé. Je le ferai aussi, alors. Donc, oui, voilà, rétablir dans le sens d'un équilibre perturbé. Alors, j'avance. On met la pression, là. Hein. Oh, c'est léger, attendez. Réalité d'aujourd'hui et perspective. Alors voilà, père praticien en santé mentale, c'est aujourd'hui donner du sens à ce parcours de la maladie, de la dépression, qui est très lourd, hein, pour la personne qui vit ça, mais aussi pour tout l'entourage qui se trouve là, à ne pas savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Donc, tout à coup, voilà, c'est tout récent. Hein, donc, comme je disais, on a commencé en octobre l'année passée jusqu'à octobre cette année. Père praticien, c'est de mettre à profit ce parcours, cette expérience. On parle d'expert expérientiel. Donc, c'est mettre à profit cette expérience avec... donc, je suis une personne qui, j'espère, va rester à cet endroit-là où j'ai cette capacité de distance, même si je ne me dis pas guéri. J'ai cette capacité, donc je peux peut-être partager ça avec d'autres qui seraient en crise. Donc c'est l'objectif de ces pères praticiens qui vont, j'espère, entrer sur le marché de la thérapie dans des équipes pluridisciplinaires. Et alors voilà, c'est tout un travail qu'on doit faire de présentation, d'explication, de rencontres avec les professionnels. Et puis, j'espère qu'on va avoir un super accueil. On n'est qu'au début de la démarche. Je dis encore quelque chose sur quelque chose qui, pour moi, est essentiel aujourd'hui. Ça parle plus de guérir, de se rétablir, ou moins de se rétablir, ça parle peut-être de prévenir. J'ai eu le bénéfice, il y a 2 ans en arrière, de suivre un programme qui s'appelle MBCT, thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, hein, qui est cette méditation qui aide la personne dépressive qui est en dehors d'une crise. Hein. Dans la crise, ça ne marche pas, j'ai testé, j'ai médité pendant 5 semaines d'affilée, ça n'a pas marché. Donc j'arrête maintenant. Bref, mais maintenant que je suis en dehors d'une crise, je pratique régulièrement et c'est vrai que c'est pour moi tellement aidant parce que la dépression, de mon expérience, c'est cette pensée compulsive, négative qui nous assaille et on est ce qu'on pense finalement. Donc on pense tellement qu'on est nul qu'on le devient vraiment. Donc c'est ça que j'ai pu vivre. Donc maintenant, j'ai toujours des idées négatives qui me viennent. Alors j'essaie d'avoir une attitude d'accueil, d'amour, parce que ça fait partie de notre réalité d'humain, de ma réalité d'humain. Et c'est une démarche qui, pour moi, participe vraiment à moins avoir besoin de guérir, parce qu'on va peut-être moins tomber malade. Donc voilà, je vais finir sur une petite chose. Pour finir là maintenant mon intervention et pour continuer, je vous propose une phrase du Bouddha qui dit « Il n'y a pas de chemin qui mène au bonheur, le bonheur est le chemin ». Et pour nous, je propose qu'on se dise « Il n'y a pas de chemin qui mène au rétablissement, le rétablissement est le chemin » pour être en action toujours. Je vous remercie d'autres. Attention.